Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce nouveau webinaire Grands Espaces. Ce soir, nous allons parler donc de notre yacht polaire, le Nanook, que vous avez tant attendu. Donc, on vous invite ce soir à une immersion vraiment unique sur ce yacht polaire d'expédition qui a été conçu pour naviguer dans les régions les plus reculées comme l'Arctique, dont nous allons parler ce soir. On va vivre une expérience de voyage à la fois exclusive, immersive et surtout responsable. Donc ce soir, nous vous emmenons dans les coulisses de ce navire, de son histoire, de son aménagement actuel, en passant par les aventures qu'il permet de vivre en Arctique. Donc ce soir, je suis accompagnée de Christian Kempf, fondateur de Grands Espaces, grand explorateur qui parcourt l'Arctique donc depuis plus de 50 ans, qui lui a consacré de nombreux ouvrages sur l'Arctique, sur la région du nord-est du Groenland, mais aussi sur l'ours polaire que vous pouvez tout à fait découvrir dans notre librairie Grands Espaces. Comme d'habitude, vous avez la possibilité de nous poser vos questions dans le chat, donc en bas à droite de votre écran, et nous y répondrons autant que possible à la fin de ce webinaire ou au gré du webinaire. Voilà, nous verrons un petit peu selon l'organisation. Alors, je vais tout simplement commencer par vous parler un petit peu de ce bateau que nous attendons depuis un moment maintenant et qui va pouvoir donc naviguer avec nous, avec Grands Espaces dès cet été. Donc, ce bateau, qui s'appelait initialement le Nordsun, a été construit en 1968 au Danemark, tout simplement pour des missions de contrôle du trafic en mer du Nord. Donc, il avait été conçu ainsi dans son étrave et sa coque pour affronter les mers les plus rudes, les plus difficiles et évoluer vraiment en toute sécurité dans les conditions les plus extrêmes des pôles. Et puis, c'est en 2020 que Christian Kempf tombe sur ce bateau et le rebaptise le Nanook, qui signifie donc ours polaire en inuit, et qui le met donc en chantier à Gdańsk, en Pologne, pour le réaménager à des fins touristiques, comme vous allez donc le connaître aujourd'hui, en tout cas dès cet été 2025. Alors, cette rénovation complète a duré, il est vrai, quelques années. Certains le savent, on a vécu quelques reports, mais voilà, le Nanook sera bien là cet été. C'est un navire qui est devenu un navire moderne, vraiment confortable et parfaitement adapté à l'exploration polaire. Il a d'ailleurs navigué déjà l'été dernier, en 2024, dans les eaux groenlandaises. Et voilà, nous sommes donc ravis de pouvoir l'accueillir dans la flotte de Grands Espaces dès 2025 pour des premières navigations donc au Spitsberg, au Svalbard, dès juin 2025. Et puis par la suite, plus loin dans la saison, à partir de fin juillet, début août, au Groenland et plus précisément dans le nord-est du Groenland, dans le parc national du nord-est du Groenland dont on vous parlera ce soir. Alors, votre yacht polaire, le Nanook, c'est un yacht qui a véritablement été pensé pour l'aventure, mais aussi pour votre confort, tout comme l'Explorer. Donc, c'est un yacht polaire de 12 passagers. Cela vous permet vraiment une expérience immersive incroyable, puisque naviguer dans les eaux du Grand Nord à seulement 12 passagers privilégiés, c'est une expérience absolument exceptionnelle, puisque donc quand vous partez en expédition, vous partez à 2 zodiacs, donc 6 par zodiac, accompagnés de votre chef d'expédition et de votre guide. Donc, ce sont des conditions vraiment confortables et vraiment incroyables pour découvrir les côtes du Svalbard et du Groenland.
Donc le bateau n'est pas un brise-glace, hein. Il y a très peu de brise-glace en France. Je crois qu'il y en a 2. Donc nous, c'est un classe glace 1B qui permet donc de naviguer dans les glaces. Vous serez accompagné donc de 2 guides, un chef d'expédition et un guide qui seront avec vous donc pour vous accompagner tout au long du voyage, mais aussi pour vous donner des conférences chaque jour sur les zones que vous allez visiter, donc à bord, et puis évidemment lors de vos excursions, de vos expéditions, notamment au Zodiac, vos guides chefs d'expédition seront toujours là pour vous donner toutes les explications sur les mondes et les régions qui vous entourent. Et puis donc à bord, vous serez assisté par 7 officiers et hommes d'équipage. Donc, il faut savoir, comme tous nos voyages grands espaces, nos guides et chefs d'expédition sont évidemment francophones pour vous permettre donc une très belle compréhension de toutes les conférences, de tout ce qu'on a à vous expliquer. L'équipage parfois est anglophone, mais voilà, s'il y a besoin d'une quelconque traduction, ce sera vos guides et chefs d'expédition, vos interlocuteurs avec l'équipage qui sont aussi là pour vous assister. Donc, pour vous présenter un petit peu le Nanook aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui. Donc déjà, c'est un bateau assez grand pour 12 passagers, 53,5 mètres de longueur, 10 mètres de largeur pour un tirant d'eau de 3,35 mètres. Voilà, c'est vraiment un bateau océanique taillé pour les grandes expéditions. Et donc, on a une vitesse de croisière pouvant aller jusqu'à 11 à 12 nœuds. Vous avez donc des espaces communs très agréables, un salon convivial, comme vous pouvez le voir ici, très confortable, qui vous permettra donc de partager au retour de vos expéditions. C'est vraiment un endroit conçu pour favoriser les échanges et qui vous permettent de partager des moments uniques avec les autres passagers. Mais aussi, ça sera le lieu donc d'écoute, de suivi de vos conférences le soir, donc en rentrant de vos expéditions. C'est un salon qui, comme vous pouvez le voir sur les photos, a de grandes baies sur les 2 côtés, donc qui vous permettent lors des navigations de toujours rester au plus près de la nature et de pouvoir suivre la navigation et les paysages qui vous entourent. Donc nous avons toujours des bateaux vraiment réellement ouverts sur l'extérieur avec de grandes baies. Vous y trouverez également donc l'espace restauration où vous serez servi donc à table, un petit peu pour ceux qui le connaissent comme à bord de l'Explorer, donc un coin restauration également très agréable où vous pourrez partager donc vos repas avec le guide et le chef d'expédition tous ensemble. C'est un petit peu l'avantage de ces petits bateaux, c'est que voilà, vous êtes 2 tables à partager le repas et donc vous partagez aussi avec nos guides, chefs d'expédition, de façon à pouvoir continuer un petit peu les discussions et puis poser toutes les questions que vous souhaitez pendant le repas. Et puis évidemment, vous avez l'accès à la passerelle, tant que le capitaine y autorise. Alors parfois il y a des manœuvres un petit peu plus difficiles où le capitaine souhaite être au calme et peut-être fermer la passerelle à ce moment-là, mais sinon la passerelle est un lieu totalement ouvert où vous pouvez aller profiter aussi des grandes baies en avant du bateau et puis de venir un petit peu voir tous les secrets de navigation de nos capitaines experts qui vont venir naviguer dans ces zones extrêmes, dans ces zones polaires.
Le petit plus à bord de ce bateau, les petits plus dans les espaces communs et sur les ponts, vous aurez donc toute la joie de vous relaxer en sortant des excursions dans un sauna, mais aussi dans un jacuzzi donc qui se trouve sur le pont avant du bateau, voilà, qui vous permettent vraiment de vivre des moments de détente. Voilà, c'est le petit luxe en plus, si je puis dire, sur votre yacht polaire. Pour les cabines, donc vous avez des cabines également très confortables, modernes, qui ont été réaménagées elles aussi de façon très chaleureuse et fonctionnelle, puisqu'elles offrent vraiment tout le confort nécessaire après une journée d'exploration. Donc 9 cabines passagers de 8 à 16 mètres carrés. Hein, donc vous avez de la cabine individuelle aux cabines doubles, avec des lits twin ou lits doubles. Toutes sont pourvues d'un bureau, de fauteuils, de rangement. Et puis, toutes sont pourvues également d'une salle de bain privée avec donc une douche et vos WC à l'intérieur. Donc voilà, elles sont vraiment toutes neuves. Donc c'est très agréable de se blottir dans ces petites cabines au retour des excursions. Voilà, même si on est souvent dans ces bateaux, dans les lieux communs qui sont des lieux de partage, vous serez aussi ravis de retrouver vos cabines confortables qui, elles aussi, sont à l'extérieur avec donc des hublots qui donnent sur l'extérieur. Donc, le Nanook, pardon, le yacht polaire, naviguera donc au Groenland cet été et plus précisément dans le nord-est du Groenland. Alors, Christian, qui connaît parfaitement cette région, va pouvoir vous en parler ce soir, beaucoup mieux que moi. Et on va un petit peu, alors peut-être que je vous laisse introduire, Christian, et puis après, je vous poserai un petit peu les questions qu'on nous pose souvent quand on parle du Groenland et quand les gens s'intéressent au Groenland. Mais peut-être est-ce que vous voulez faire une petite introduction? Oui, avec plaisir. Alors d'abord, merci Laureline, et ensuite je serai vraiment attentif aux questions. Mais encore une fois, il y a l'Arctique, il y a l'Antarctique. On va parler de l'Arctique aujourd'hui. Et l'Arctique, c'est grand, c'est énorme, c'est 20 millions de kilomètres carrés, c'est une grande mer et il y a des terres. Et dans ces terres, d'abord, quand on regarde le Groenland, qu'est-ce qu'on voit? On voit du blanc. C'est la plus grande calotte de l'hémisphère nord. Et quand on va au Groenland, on voit la calotte et ses émissaires qui vont en mer, donc des icebergs. Le Groenland est avant tout un pays d'icebergs géants. Et la côte est est la moins connue. On parle de l'allée des icebergs sur la côte ouest et c'est juste. C'est très impressionnant. Mais c'est sur la côte est qu'on a les plus grands icebergs tabulaires de l'Arctique. Il y en a quelques-uns qu'on ne peut plus voir en ce moment, qui sont en terre François-Joseph, en Russie. Mais c'est en Arctique qu'on a véritablement des fleuves de glace, en Arctique groenlandais, si je peux dire, qu'on a des fleuves de glace qui viennent donner des icebergs tabulaires absolument gigantesques. Ensuite, quand on regarde dans le contexte de l'Arctique, le Groenland et la côte est en particulier, qui est protégée par un parc national grand comme quasiment 2 fois la superficie de la France, hein, ce sont avant tout les plus hautes montagnes. Les plus hautes montagnes de l'Arctique, ce sont là également, avec le mont Gunborg, qui est à 3692 mètres pour être précis, mais avec beaucoup d'autres grandes montagnes. C'est là aussi en termes de faune qu'il y a une population d'ours, une population de bœufs musqués qui se porte bien. C'est là aussi qu'il y a des vestiges de civilisations inuites anciennes depuis 4500 ans. En clair, je voudrais dire quelque chose de personnel, c'est que je connais des gens que je vais nommer, citer. Je pense à Magnus Elander, qui était chef d'expédition pour Polar Quest, à Codecort, qui a été le fondateur de Ocean Wide Expedition. Bon, je pense à pas mal de gens, et quand on se retrouve, on se dit toujours: t'es toujours aussi amoureux du nord-est du Groenland. En fait, pour ceux qui connaissent les régions polaires, ok, d'accord. On peut aimer les secrets plats de la Russie, on peut aimer les ours du Canada, on peut aimer les Inuits de l'ouest du Groenland, mais indiscutablement le nord-est du Groenland, riche de ses paysages, de sa faune, c'est certainement l'endroit le plus fabuleux de tout l'Arctique. C'est le pays des superlatifs, et c'est pour ça que je lui ai consacré
j'ai même pas envie de dire un livre, un guide. Oui, j'ai fait la carte touristique, oui. J'ai fait le livre, d'ailleurs, qui sont disponibles. Hein. Il suffit de les demander à Grands Espaces et on vous les fera parvenir moyennant le règlement de 30 € hein, de ce livre. Voilà. Mais c'est un livre, mais c'est surtout une petite lettre d'amour à cette région extraordinaire que je fréquente depuis 1979 maintenant. Et j'en ai fui les moustiques parce que de mai à juillet, il y a des moustiques et en août-septembre, il y en a pas ou infiniment moins. Voilà. Mais à part ça, c'est une région absolument fabuleuse. Et oui, c'est un plaisir de dire quelques mots d'introduction puisque j'aime tant cette région et surtout je suis prêt à répondre aux questions. Donc Laureline, s'il y a des questions, avec plaisir et je détaillerai chaque fois. Je dirai pas oui ou non. Voilà. Oui, merci Christian. Donc, en fait, voilà, je vais un petit peu recenser les questions qu'on nous pose souvent et puis évidemment, n'hésitez pas à vous, chers participants, à nous poser vos questions. Mais une des questions qui revient souvent à propos du Groenland, c'est y voit-on, peut-on y observer des ours polaires? Alors, oui. Comment dirais-je? Trois choses. D'abord, sur la côte Est, oui. Nord-Est, oui. Quand on fait le tour du Groenland par le sud, on voit en général un ours. Deux, si on est chanceux. Quand on va vers l'Ellisberg, on n'en voit pas, sauf à Thulé, au Kanak, ou au nord de Kanak, où on en voit l'un ou l'autre. Mais le nord-est du Groenland, c'est un parc national où les Inuits ont le droit de chasser des ours. Je trouve ça pas bien d'ailleurs, on en faisait comme ça. Il y a une population d'ours. Alors pendant longtemps, on pensait qu'il y avait environ 500 ours vers le nord-est du Groenland, jusqu'au moment où on s'est rendu compte que quand on remonte les classes du Groenland, on voit 80 ours différentes. J'ai eu le plaisir d'accompagner, de diriger des voyages l'an dernier sur l'Ocean Nova, 3 voyages successifs. On a sur chaque voyage vu 15 ours, au point que on en arrivait à se dire, on voit un ours, est-ce qu'on l'approche, est-ce qu'on l'approche pas? Non, on voit des ours. Alors néanmoins, troisième chose, j'ai fait la différence est-ouest. Hein. Je vous ai répondu clairement, oui, on voit des ours, on en voit beaucoup, sur la banquise ou sur terre ferme. En revanche, il y a une limite, c'est que on ne voit pas les ours comme on les voit au Canada ou au Spitzberg. Au Canada ou au Spitzberg, on les voit en bord de côte. Ils maraudent en bord de côte. Au Groenland, soit on les voit sur la banquise, où c'est clair qu'ils chassent des phoques, hein, soit on les voit sur la terre, où ils sont, on va dire, en économie d'énergie. À l'instar de ce qu'on voit là, sur la photo, c'est absolument craquant et mignon. Hein, mais je vais pas non plus faire une conférence sur l'ours. Hein. Attendez jeudi prochain. Mais c'est, je veux dire, le problème numéro 1 de l'ours, c'est indiscutablement le fait qu'ils sont encore chassés. On en tue 1200 par an et c'est pas bien du tout. Bon. Mais l'autre problème, c'est évidemment la raréfaction de la banquise. La raréfaction de la banquise qui fait que l'ours perd, au gré des décennies, il perd du poids, il perd des capacités à élever ses jeunes et il s'adapte. Mais pas automatiquement bien. Or, sur la côte nord-est du Groenland, il y a une adaptation claire des ours vers un régime qui n'est pas le régime idéal. Mais ils mangent énormément de fruits, ils mangent, ils chassent les bœufs musqués, ils mangent, lors des années à lemming, des lemmings. Alors, c'est pas l'idéal, c'est pas la nourriture de l'ours blanc, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres? Ça veut dire que les ours, faut pas les regarder en bord de côte, là, quand ils maraudent. On peut y avoir une baleine échouée, évidemment, bon, certes, mais il faut regarder dans la toundra, il faut regarder au loin. C'est une autre manière de voir des ours. Alors quand l'ours, il est dans le fin fond de la toundra, ben, c'est un point blanc, voilà. Je n'ai très content, on vous dit qu'il y a un ours, c'est bon pour les statistiques. Mais heureusement quand même, la plupart des ours ont d'ailleurs une technique de chasse des bœufs musqués qui consiste à coincer les bœufs musqués vers l'eau et à les prendre vers l'eau, quoi. Voilà, donc oui, on voit des ours. Beaucoup d'ours. Oui, on n'en voit jamais, c'est pas le safari, hein, c'est pas le Kenya ou la Tanzanie, mais voir 5-6 ours par voyage, ou 15 ou 20, oui. J'étais un peu long, mais je pourrais parler longtemps. C'est très bien. Et puis, comme vous avez dit et comme nous précise une de nos passagères 2024, voilà, 20 ours lors d'un voyage sur le nord-est du Groenland l'année dernière. Donc, c'est vrai que
il est possible d'en observer et dans différentes situations comme ici. Voilà. Oui. C'était l'an dernier à bord de l'Ocean Nova. Alors, autre question, quelles sont les autres espèces animales qu'on peut espérer voir, en tout cas dans le nord-est du Groenland, si l'on parle des voyages nanours? Alors, la première chose à dire, c'est que contrairement au Spitzberg, le Groenland est pauvre en oiseaux coloniaux. La banquise est dans les fjords du Groenland jusqu'à fin mi-juillet, on va dire, et le grand large, est ceinturé par un flux de banquise qui vient de la mer polaire, de l'océan glacial arctique, et qui empêche, il y a tout plein de falaises, hein, mais ça empêche les oiseaux de venir se reproduire sur ces falaises. Il y en a. Hein, au mois de juin, au mois de juillet, on peut voir des colonies d'oiseaux dans le Scoresbysund, c'est-à-dire dans le plus grand fjord du monde qui s'ouvre vers Ittoqqortoormiit, au sud de la côte nord-est du Groenland. En revanche, il n'y a pas de grande colonie d'oiseaux. Donc, il y a un côté spectaculaire en moins. Par ailleurs, quand nous pouvons en croisière aller au Groenland, c'est en août et en septembre, parce que c'est le moment où la banquise se laisse pénétrer par des bateaux et les fjords sont ouverts. Mais c'est déjà le moment où les oiseaux de la toundra ne sont presque plus là. C'est des ornithologues qui viennent avec moi, avec nous. On vous montrera les bécassos variables, les bécassos maubèches, les labalonques, mon Dieu, on vous en montre les harels. On vous en montrera des oiseaux, vous voyez. Mais on n'a pas en août l'abondance des oiseaux qu'on a en juin et en juillet. On n'a aussi pas l'abondance des moustiques, et ça, c'est tant mieux. Donc, en termes d'oiseaux, la côte nord-est du Groenland, c'est pas la panacée, c'est le Spitzberg, faut être clair. Le Canada, c'est un peu comme la côte nord-est du Groenland. Hein, je veux dire, il y a beaucoup de glace, et ce n'est pas avant août qu'on peut facilement y aller, le nord canadien. En revanche, en ce qui concerne les animaux terrestres, là, il y a une grande différence. De moins en moins, les études menées par un groupe que j'ai fondé, le groupe de recherche en écologie arctique en 1979, montrent que la variabilité des cycles de lemmings, due principalement à la prédation par les hermines, etc., est de moins en moins régulière. On est donc d'une certaine manière presque incapable de dire, en ce moment, est-ce qu'il y aura beaucoup de lemmings et donc beaucoup de renards, beaucoup d'hermines, beaucoup de labes, beaucoup de chouettes arfans ou de chouettes des neiges, voilà. Donc ça aussi, je préfère être prudent. On voit des renards polaires, hein, on en voit, pas de problème. Bon. Mais en revanche, il y a des animaux qu'on peut garantir sur facture, si je puis dire. Ce sont les bœufs musqués. C'est taurillon de 400 kilos, mi-bœuf musqué, que dis-je, oui, carrément bœuf musqué, mais ovibos, mi-chèvre, mi-taureau, avec des jarres qui ont 40 cm de longueur. Pensez donc qu'il y a de quoi, parce que quand il sort du ventre de la mer qui est à environ 35 degrés, il naît par moins 45. Il y a de quoi devenir barbu avec ça, hein, ou chevelu. Mais c'est vraiment l'animal symbole, l'animal qui a été pris à la fois comme emblème de la ville d'Ittoqqortoormiit, qui est le village, hein, 350 habitants, d'entrée vers le parc national, et d'autre part, le symbole du parc national. C'est vraiment le bœuf musqué qui est l'animal typique, l'animal sauvage, et on voit ces points bruns dans la toundra, on les approche régulièrement, pas trop près, parce que les mois d'août-septembre, c'est le moment où les femelles sont sympathiques, on va dire, mais où les mâles sont des bœufs et sont en rut et n'aiment pas quand on les dérange. Et de toute manière, c'est pas notre idée de les déranger dans leur comportement, puisque vous le savez, le principe même, à la fois les protocoles, mais la philosophie des croisières expéditions consiste à observer, mais à essayer de déranger le moins possible, voire de ne pas déranger du tout. Donc, oui, des animaux, non. Et puis, évidemment, il y a les phoques, évidemment, de temps en temps, un morse, et puis, évidemment, des baleines au large. On a été peu chanceux l'an dernier avec les baleines, on en a vu l'une ou l'autre, mais il y a des années, c'est en fonction de l'eau et de la température de l'eau et du krill, mais il y a des années, on voit 10 baleines par jour, quoi. Mais
Je dois être honnête. Et l'an dernier, on a peut-être eu 2-3 baleines par croisière, c'est tout. Hein. Donc ça dépend. Vous voyez, la faune reste un point d'interrogation, il faut la chercher. Mais ce qui est sûr, ce sont les animaux terrestres. Ce qui n'est pas là, ce sont les oiseaux marins. Merci Christian. Puis ça répond à une question qu'on avait dans le chat, justement, de savoir si on pouvait observer les baleines. Alors, la question était plus avec quel voyage on peut voir les baleines? Est-ce qu'il y a une période plus propice sur Oui. le... Ouais. Oui, oui. Alors, il y a baleine et baleine. Hein. Si j'étais... Vous savez, je m'énerve régulièrement quand je vois d'autres personnes qui organisent des croisières expéditions et qui font leur publicité, quoi. Je veux dire, parfois, je me dis, il faudrait que je fasse comme eux. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je dirais? Je dirais, ben, on va au pays où il y a tout plein de narvals. Voilà. Et c'est vrai, je ne vous mens pas. Rien que dans le fjord de Scoresby, on estime à 270 la population de narval. Dans la baie de Dove, on estime à 500. Il y en a du narval, il y en a partout là-bas. Mais je dois avoir l'honnêteté de vous dire que ce sont des baleines. D'abord, les zones les plus riches en narval sont interdites d'accès aux bateaux de croisière. Et ensuite, je dois vous dire aussi que c'est un animal, une baleine, extrêmement farouche et qu'on ne peut observer, sauf quand on a de la chance, que de loin. Bon, donc, on ne peut pas garantir les narvals. Dites-vous qu'on ne verrait pas de narval. Et si on en voit, youpi, c'est génial. Voilà. Maintenant, sur ce, tout est une question de présence de nourriture pour les autres baleines. Et alors, oubliez l'orque qui est plutôt au sud. C'est plutôt c'est un cétacé qui monte de plus en plus vers le nord. Cétacé, pardon. C'est une baleine qui monte de plus en plus vers le nord. Mais c'est plutôt vers le sud du Groenland qu'on les trouve, et vers le nord, on a en revanche les baleines à fanon, c'est-à-dire les petits rorquals, les grands rorquals, les mégaptères, donc la baleine à bosse. Et alors, clairement, et là, je ne veux pas faire de pub, hein, mais le meilleur moment, c'est au mois de juin, là on en voit tout le temps. Si vous venez sur le voyage qui ne prend pas pied, dans le nord-est du Groenland parce qu'il y a trop de banquise. Mais le voyage qui va d'Islande vers le Spitzberg en longeant la banquise, là on voit des baleines. Ensuite, on voit des baleines à bosse. Quoi. Voilà. Ensuite, quand on fait la traversée, mais là vous l'avez certainement remarqué qu'on ne va plus faire la traversée vers l'Islande, mais quand on va vers l'Islande, effectivement, on voit des globicéphales, on voit des dauphins, on peut voir des baleines bleues. La mer est groenlandaise est connue pour ses baleines. Mais encore une fois, pour la deuxième fois, avec beaucoup d'honnêteté, je dois vous dire que l'an dernier, on n'a pas vu beaucoup de baleines. Alors bon, c'était peut-être un phénomène annuel, mais bon, c'est comme ça. Voilà, on ne peut jamais prévoir. Et du coup, je rebondis sur une autre question concernant la faune, qui est, va-t-on descendre à terre pour observer les animaux? Ah oui, oui, oui. Alors, plutôt 3 fois qu'une. Hein. La particularité, il y a 2 particularités. Il y a une particularité grands espaces qui met la priorité sur les activités et sur l'engagement plutôt que sur les repas et le dodo, quoi. On dort bien et on mange bien. Je vous mets à l'aise. En revanche, notre priorité, ce sont les sorties. Nous n'allons pas sur un bateau pour aller sur un salon de coiffure ou pour se relaxer dans des fauteuils. C'est très agréable, on a des jacuzzi à bord aussi. Bon, alors on va dans le jacuzzi de temps en temps. Mais c'est pas l'activité numéro 1. Voilà. On y va pour sortir, ça c'est grands espaces. On restera toujours les gens actifs et de découverte. Ensuite, la deuxième chose, c'est la taille des bateaux. Et le fait qu'il y ait 2 guides pour 6 personnes. Donc, ça nous laisse une flexibilité infiniment plus grande que sur d'autres bateaux où nous sommes un guide pour 10 personnes ou un guide pour 8 personnes seulement, pour organiser des activités. Alors, quand même, pour être très clair par rapport à cette question, évidemment, la météo, certes. Mais souvenez-vous que si on va sur le nord-est du Groenland, on va quand même dans ce qui s'appelle la rivière arctique, hein, et pas pour rien. À cause des masses d'air qui viennent de l'ouest dans l'hémisphère nord, qui déchargent leur humidité prise en mer de Baffin, côté ouest du Groenland, sur le sommet de la calotte, vous avez un effet de fön, comme dans les Alpes. Vous avez un effet sec. Il tombe 200-250 mm de pluie seulement. Donc, ce qui ne veut pas dire non plus qu'on n'aura pas de pluie. Hein. Voilà. Mais on va vers des endroits les plus au ciel, aux cieux, les plus dégagés et les plus secs
de l'Arctique, en allant sur la côte est du Groenland. Donc, profitant de cela, il est tout à fait clair, et comme dit, a fortiori sur un petit bateau, que nous allons faire, pour celles et ceux qui le désirent, des longues randonnées. Vous savez qu'on a des gens comme Xavier Allard qui ont des longues jambes aussi et qui peuvent faire des longues randonnées. Et vous avez que d'un autre côté, on a des gens comme Vincent Lecomte et moi qui sommes des fous de raids zodiaques. Je vous prends un exemple, je ne veux pas vous faire peur non plus, car ces raids sont évidemment facultatifs. Mais sur le nord-est du Groenland, l'an dernier, il y a un fjord qu'on appelle le fjord de la géologie, le Geolog Fjord. Je ne le connaissais pas. C'était un des fjords, j'avais flirté avec lui lors de mes expéditions, mais j'étais jamais allé vers le bout du fjord. Et plusieurs personnes, 3 zodiaques, étaient d'accord pour aller là. Et on a découvert des paysages d'une beauté, mais sublime, sublime, sublime. Et le bateau ne peut pas y aller, parce que c'est pas sondé. Vous voyez, le fjord est profond, mais il n'y a aucune sonde dans le fjord. Et donc, des bateaux, par sécurité, ne peuvent pas y aller. Mais en Zodiac, on peut y aller. Et donc, ça, c'est l'intérêt de faire des grands raids à Zodiac. L'intérêt de faire des grandes promenades à pied, c'est d'aller au sommet de montagne et d'avoir des vues fabuleuses. Mais l'intérêt aussi de rester en bord de plage et de faire des activités plus traditionnelles, c'est de faire des belles photos, d'apprendre des tas de choses sur la géologie. Donc oui, la Terre. Nous allons sur Terre. Merci Christian. Prochaine question. Donc, est-ce que nous aurons l'occasion, durant ces voyages dans le nord-est du Groenland, d'observer, de naviguer dans la banquise? Pas tout le temps. La banquise est présente. Alors, il y a Explorer, il y a Nanook, hein, il y a cette année, puis il y a l'année suivante aussi. Bon, voilà. Dites-vous que au mois de juillet, la banquise, comme celle qu'on voit sur la photo, enfin éclatée, est encore présente. Il faut se dire que dans le Scoresby-Sund, la banquise disparaît en général début juillet. Hein. Et ensuite, la banquise remonte vers le nord, ou plus exactement, elle descend de moins en moins souvent vers le sud. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, si vous regardez une carte, il y a une grande entaille. Ça, c'est le Scoresby-Sund, avec le village de Tokotomit. Là, de la banquise au mois de juillet. Mais ensuite, dans le parc national, la banquise est présente, allez, on va dire en début août, fin août, il faut déjà remonter plus au nord, vers les îles Sabine, les îles Shannon, et en septembre, il faut carrément monter là-haut. Donc, regardez bien, si dans les programmes, il y a les îles Sabine et Shannon, vous avez beaucoup de chances de voir de la banquise. Sinon, si on reste dans le dédale des fjords, vous verrez de la glace. Vous verrez de la glace, vous verrez la calotte glaciaire. Vous verrez les calottes glaciaires. Ça, par exemple, vous voyez, la photo qui est en ce moment à l'écran, je termine d'abord ce que je voulais dire. Vous avez les calottes glaciaires qui sont des glaciers gigantesques avec des icebergs énormes, et des champs d'icebergs. Bon. Mais là, ça, c'est de la banquise disloquée et c'est typiquement pris dans la région des îles Sabine et Shannon, c'est-à-dire plus au nord. Le relief est moins abrupt et là, en revanche, on a de la banquise. Donc, en clair, au mois d'août, oui, on voit de la banquise assez facilement jusqu'au 20 août. Mais après le 20 août, et quand on remonte vraiment vers le nord, il faut, comme dit, vraiment monter vers le nord pour voir de la banquise. Alors, néanmoins, je dois vous dire que le chef d'expédition, le guide, le commandant, on sait tous qu'on a envie de voir de la banquise. Alors, faites-nous confiance, si on peut voir de la banquise, on ira voir la banquise. Mais si elle est vraiment, comment dirais-je, trop au nord, ben on risque de ne pas la voir, quoi. Mais en septembre, nous irons au nord pour voir la banquise. C'est pour ça que ça ne nous a pas échappé qu'on a des voyages parfois de 12 jours ou 13 jours. Ça permet d'aller très au nord. Ils sont plus chers, c'est plus long, mais ça permet d'aller très au nord. Mais cette ceinture de banquise, c'est une des caractéristiques de la côte nord-est du Groenland. Hein. Il y en a régulièrement, quoi. Merci Christian. Et pour la prochaine question, alors, vous avez déjà évoqué un petit peu, mais quel type de paysage caractérise donc l'est du Groenland? C'est un désert avec des icebergs au milieu. Paf, belle photo, voilà. C'est un désert montagneux. Alors pourquoi il y a ce désert? Je vous l'ai dit, il tombe très peu de végétation.
L'hiver, il fait terriblement froid. Donc, la végétation ne peut pas pousser. Parce que si elle dépassait les 20 ou 40 cm de neige, elle serait immédiatement brûlée. Ah, d'ailleurs, elle l'est brûlée. Et puis, regardez le petit zodiaque près de ces gros icebergs, quoi. Je veux dire, ce sont des paysages d'une puissance. Pour moi, il n'y a aucune photo qui arrive à traduire le nord-est du Groenland, quoi. Parce que, regardez ce petit zodiaque qu'il y a sur la photo. Si on veut bien voir le zodiaque, ben, le paysage perd de sa puissance. Quand on prend trop de recul, le zodiaque ou même le bateau sont trop petits, quoi. C'est une terre de géant, tout simplement. Et vraiment en 2 mots, paysage de montagne désertique avec le paradoxe de trouver de la glace au milieu du désert. Et puis de l'eau, où on peut naviguer, évidemment, dans les fjords. Merci. Alors, je montre quelques photos d'exemples avec. Ouais. Alors, ça c'est autre chose. C'est une photo. Alors, regardez bien cette photo. Regardez l'avant-plan. Ce sont des schistes. Et regardez derrière la montagne. Ce type de paysage est extrêmement régulier, que ce soit dans le fjord de l'empereur François-Joseph, que ce soit, enfin, un peu partout. Je ne vais pas vous citer des noms, mais vous savez que le Groenland, comme tous les continents, ont beaucoup voyagé. Un morceau de terre du Groenland était un jour en Antarctique. Hein. Ça, c'est au gré des centaines de millions d'années. Je ne vais pas faire un cours de géologie ici. Mais il y a environ 500 millions d'années, une série sédimentaire qu'on appelle la série de la baie d'Éléonore. Éléonore est morte depuis longtemps, vous l'avez compris. Non, c'est un mot de géologie, la série de la baie d'Éléonore, qui a été caractérisée par une accumulation de schistes, donc de fond de mer, qui soit était très riche en aluminium, soit était très riche en cuivre, en fer, etc. Et cela a donné des roches de manière différente. Au point qu'un journaliste autrichien a dit, mais on est chez les roches peintes. C'est quelque chose que je reprends volontiers, tant ces formations rocheuses sont extraordinaires. Et puis une anecdote, un jour, l'association des organisateurs de croisière expédition, l'AECO, a une dame très compétente qui est sa secrétaire générale. Elle s'appelle donc Frigg Jørgensen, une Norvégienne. Et elle a été approchée par quelqu'un en disant, mais ne faudrait-il pas protéger ces lieux? Et elle m'a consulté, sachant que je suis un spécialiste du nord-est du Groenland, mais je lui ai dit, mais c'est totalement impossible. D'abord, un caillou, si on lui marche dessus, ça lui fait pas mal. Et la deuxième chose, c'est qu'à ce moment-là, il faudrait protéger tout le parc, quoi. Enfin, une grande partie du parc, tellement il y en a. Et je lui ai envoyé des photos, et elle m'a dit, je ne savais pas que c'était aussi beau. Voilà. Donc, venez, vous allez être surpris par ces photos. Là, pareil. Alors là, c'est pareil. C'est moins spectaculaire peut-être, mais vous voyez l'érosion, quoi. On est dans le désert, hein. C'est-à-dire les roches les plus friables sont en dessous, mais au-dessus quand même, l'érosion fluviale et l'érosion éolienne aussi agit, et ça donne ces cônes de déjection, et toujours partout des icebergs, soit des petits gros lairs, comme on dit, soit des grands icebergs. Ils sont omniprésents sur. Et puis s'il y a une autre photo, moi je les montrerai volontiers. Et puis ensuite, évidemment, il y a les fronts de glaciers. Les fronts de glaciers, je crois que c'est moi qui explique, avec les guides qui vous expliquent ce que c'est. Bon, là on est, enfin je me souviens de cette photo, nous sommes au bout du fjord de l'empereur François-Joseph. Il y a sur la côte nord-est du Groenland, les 2 grands fjords de l'est du Groenland. Celui de Scoresby, c'est le plus grand fjord du monde, entre 313 et 330 km de longueur. Ça dépend comment on prend les virages. Voilà. Enfin, 320 km de longueur, et le fjord de l'empereur François-Joseph, 210 km de longueur. Donc, ce sont des fjords absolument gigantesques, et au bout, il y a les glaciers qui descendent de la calotte. Et là, on est sous le mont Petermann, et le petit sommet blanc qu'on voit, derrière, il y a j'allais presque dire comme un arc de triomphe, sont les expéditions polaires françaises qui ont appelé ça le rond-point des Champs-Élysées. C'est près d'une attaque Sicilia. Vous savez que dans les années 1947-48 et ensuite jusqu'en 51-52, les expéditions polaires françaises de Paul et Victor sont parties de la côte ouest du Groenland, et avec
un courage et avec très peu de moyens, avec les fameux Weasel, sont arrivés jusque sur la côte Est. Hein. Et Victor et ses hommes sont arrivés sur la côte Est du Groenland et à l'endroit où nous allons, donc près du Nunatak Cecilia et près du rond-point, que dis-je, Champs-Élysées, pardon, du rond-point de l'Étoile. La place de Pardon. J'ai vécu à Paris, mais je ne suis plus parisien. J'en oublie même les fondamentaux, voilà, quand je vois les images du Groenland. Et donc, vous avez là des sommets, le mont Petermann, c'est le mont, par exemple, qui est proche de ce rond-point. Il est à 2950 mètres d'altitude, c'est le sommet culminant du parc national, et vous avez les glaciers qui dévalent et qui ensuite, évidemment, donnent, alimentés par la glace du Groenland, ces énormes fonds de glace d'abord, et ensuite ces grands icebergs, et qui s'accumulent en champs d'icebergs. Merci Christian pour ces beaux commentaires sur les photos qui nous font rêver. Une prochaine question, est-ce que durant nos voyages sur la côte est du Groenland, nous allons visiter des communautés locales, des villages? Alors, ben oui, on verra ça. Oui. Alors, bon, je suis enthousiaste, mais je dois d'abord être mesuré. Je suis enthousiaste parce que la côte est du Groenland a été visitée par toutes les grandes civilisations inuites. Et nous verrons, avec ou sans l'aide de drones, des restes d'implantations inuites anciennes. Nous verrons des visus, non pas sous nos pieds, parce que on ne piétine pas les restes historiques, mais autour de nos pieds, nous verrons des traces de ronds de tente ou de caches à viande qui, pour certaines, datent d'il y a 3000 ans. C'est fabuleux. Donc, il y a une histoire, et nous verrons aussi la communauté, j'ai envie de dire, de Skjoldsbysund. Sinon, Itokortormit. Amusez-vous à trouver ça sur le web. Mais c'est un petit village de 350 habitants, et c'est évident, c'est 100% sûr que nous irons le visiter. Je vais dire son intérêt, je vais dire ses limites. Pourquoi c'est 100% sûr? C'est parce que à partir de cette année, nous sommes obligés, par les nouvelles réglementations groenlandaises, d'aller visiter ce village. Je veux dire, d'aller faire une formalité de police qui est totalement symbolique. Hein, c'est un tampon sur un passeport ou c'est un policier qui vous regarde un passeport, quoi. Alors, on peut le faire également, et ça prend du temps quand même, enfin pour 12 personnes c'est rapide, à l'aéroport de Council Point ou alors à Itokortormit. Mais c'est évident qu'on visite ces communautés, mais c'est la seule qui existe. C'est la communauté inuite. Hein. À côté de ça, il y a plusieurs bases, enfin il y a au total 5 bases militaires ou scientifiques qui existent dans tout le parc national, donc sur 972 000 km², qui existent aussi, mais c'est chaque fois 5-6 personnes, quoi, ou 10 personnes, quoi. Donc Itokortormit, c'est la porte d'entrée du parc national, 350 habitants, et Itokortormit fête en 2025 ses 100 ans. Et je vais prendre 5 minutes, il est 6h moins quart, je ne veux pas être trop long, mais je vais quand même prendre un petit temps. Ce sont Einar Mikkelsen, le grand explorateur danois, et accessoirement, le commandant Charcot, qui à bord de son pourquoi pas allait régulièrement sur la côte est du Groenland, et vers Ammassalik, Tasiilaq. D'ailleurs, Charcot a déposé là Robert Gessin, Fred Mater, Egil Tut et Paul-Émile Victor, qui s'amourachera de Numidia et d'autres, et surtout de l'anthropologie et l'archéologie extraordinaire de la région de Ammassalik, qui s'appelle maintenant Tasiilaq. Mais c'était une région où il y avait environ 2500 personnes et il y avait régulièrement des famines. D'où l'idée de Einar Mikkelsen et du commandant Charcot, mais surtout d'Einar Mikkelsen, de transporter un certain nombre de familles, environ 70 personnes, parce qu'il y aura aussi des gens qui viendront d'ailleurs, de la côte ouest, vers l'endroit le plus riche en faune de toute la côte est du Groenland et qui était l'entrée du Skjoldsbysund. Et pourquoi ? Parce que le fjord, qui est le plus grand du monde, déplace des masses d'eau absolument gigantesques, accessoirement un petit peu d'eau douce aussi, des masses d'eau absolument gigantesques, et cela crée ce qu'on appelle en termes techniques, cela crée un trou dans la banquise, on va dire. En termes techniques, on appelle ça une polynie, c'est-à-dire une zone où la mer
ne gèle que très exceptionnellement, qui est ouverte, et où donc les baleines, les morses, les phoques viennent respirer, les ours sont là autour, il y a toujours l'un ou l'autre ours mâle, vous savez que c'est les femelles ours qui dorment en hiver, mais les mâles, ils maraudent, ils errent, et Mikkelsen et Charcot se sont dit, si on implantait des gens ici, ça pourrait sauver de la famine. Et donc, ils ont construit des maisons. Et puis, il y avait une maison avec des grands charpentiers, avec des charpentiers, l'autre plombier, etc. Ils étaient une dizaine, ils ont fait une grande maison. Itokortormit, ce qui veut dire le lieu où il y a la grande maison. C'est pour ça qu'il y a ce nom compliqué. Et que ça s'appelle pas Nuuk ou Ilulissat comme sur la côte ouest, voilà, ou Maniitsoq ou Kanak, ou voilà. Non, c'est l'endroit où il y a la grande maison. Mais rapidement, cette maison, elle fera des petites maisons un peu partout, comme vous le voyez. Maintenant, évidemment, Itokortormit est un village moderne, 56 habitants. C'est un village, en revanche, alors, qui a un côté passionnant. D'abord, il y a une équipe de foot qui fait son foot sur le terrain en gazon et où se trouvent des lièvres blancs arctiques. Mon Dieu. C'est un endroit d'où on peut faire aussi des excursions en hélicoptère. C'est un endroit où on voit des panneaux, attention, passage de chiens de traîneau. C'est un endroit où il y a un musée, etc., etc., etc. Non, on apprend beaucoup de choses. Bon, mais même s'il a 100 ans, ne vous attendez pas, quand nous allons visiter Itokortormit, à des French Cancans, quoi. Je veux dire, à des fêtes, à des feux d'artifice, parce qu'il y a 100 ans. Les Inuits, ce sont des gens qui ont lutté pendant 1000 ans contre les tempêtes, contre les ours. Et ce sont des gens qui savent faire la fête. On le voit quand on va à Ilulissat au réveillon. Ça claque, ça pète, ça chasse de partout. Ça chasse, enfin, je veux dire, ça, des feux d'artifice. Mais, c'est pas la fête permanente, parce que les Inuits, au gré des décennies, des centenaires, voire des millénaires, ont appris à être modestes de l'environnement, à ne pas avoir de comportement excessif. Et donc, le village, je dois vous dire sincèrement, ça m'a fait triste, mais j'ai eu parfois des touristes, je dirais, qui m'ont dit, il n'y a pas grand-chose à voir. Bon, bah d'accord. Ensuite, je lui ai dit quand même qu'il s'était trompé de village, quoi. Voilà, pas de croisière, mais de village. Mais c'est un petit village avec des maisons très colorées. Il faut savoir que l'été, pour les gentils Itokortormit, c'est le moment où ils partent. C'est pas le moment où les 10 chasseurs professionnels et les 69 chasseurs amateurs, on va dire, chassent. Il n'y a pas grand-chose à chasser, si ce n'est quelques narvals dans des fjords lointains. Mais c'est pas le moment où il y a le plus de vie, quand nous y allons, vous voyez. Hein. Mais c'est absolument, enfin pour moi, c'est un exotisme redoutable. Mais chacun ses goûts. Eh bien, merci Christian, parce qu'en plus, j'en apprends encore à travers ces webinaires, donc je suis ravie d'avoir des informations qui enrichissent encore mes connaissances moi-même. Et puis, je poserai peut-être une dernière question concernant le Groenland et qui reprend une question qui vient d'être posée d'ailleurs dans le chat, c'est quelle serait la meilleure période pour voyager au Groenland? Donc, en tout cas, qu'est-ce qui fait les différences entre les différentes périodes pendant lesquelles nous pouvons voyager? Écoutez, croyez tout simplement en notre expérience, expertise et sincérité. Quand vous regardez nos croisières, on s'arrange toujours pour les faire coller aux meilleures périodes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour aller vers le sud du Groenland, il faut y aller fin juillet. Ça veut dire que pour remonter à Kanak, Thulé, il faut y aller au mois d'août. Et le nord-est du Groenland, indiscutablement à partir du 15 juillet. Avant, de toute manière, il y a un point d'interrogation. Alors, nos bateaux pourraient forcer et pourraient aller sur la côte est du Groenland, mais s'il y a beaucoup de banquises, on peut pas aller facilement partout, quoi. Donc, c'est à partir du 15 juillet. Et pour le nord-est du Groenland, août est le meilleur mois. Pourquoi? Parce qu'août, il y a encore du soleil. Septembre, la nuit apparaît. Alors évidemment, l'intérêt, c'est d'avoir des aurores boréales. Mais disons à 10 heures du soir, on est couché, c'est une façon de parler. Vous voyez, on ne voit plus rien au mois de septembre, disons à partir du 10-15 septembre. Donc, le mois d'août, on a encore, on fait des excursions après les dîners, quoi. Donc, il y a vraiment de quoi en profiter. Et les couleurs sont belles. Cet iceberg en arche montre les couleurs de fin août, début septembre. Et ensuite, en septembre,
on commence aussi à avoir du mauvais temps qui arrive, il faut le dire. On doit parfois pouvoir s'échapper du mauvais temps. En revanche, le mois de septembre, c'est le moment où là, on va chercher la banquise très au nord et le moment où on peut voir les endroits les moins connus du parc national. Oui, puis la banquise qui est là, ben, voilà, et qu'on va chercher, qui est là. Alors, on y va pas mal dans la banquise quand même, hein. Et on la recherche. Pourquoi? Parce que les ours, évidemment, sont sur la terre, mais le milieu naturel de l'ours blanc, c'est indiscutablement la banquise, indiscutablement. Et puis en plus, bon, marcher un peu sur la banquise, zigzaguer en zodiaque dans la banquise, c'est un autre monde, hein. Et je veux surtout pas faire le faux commercial ou l'imbécile qui dit qu'il faut venir avant que ça ne disparaisse, mais c'est vrai que dans 30 ans, ben, on n'aura plus ces paysages, quoi. C'est vrai. Donc c'est pour ça que même là aussi, si de temps en temps il y a des gens qui me disent « Oh, on était déjà dans la banquise hier », c'est pas grave. Profitez-en. C'est un privilège qu'on a de voir une planète encore aussi belle et avec de la glace, quoi. Merci Christian. Et je finis par, voilà, comme vous l'avez dit, en septembre, des jolies aurores boréales. Ça, c'est une photo qui a été prise en septembre dernier, donc à bord de l'Ocean Nova, dans le nord-est. Donc voilà, c'est chaque période a sa magie, je dirais. Eh bien, je vais, alors voilà, je vous présente, enfin, vous présente non, mais rapidement, donc les dates pour les voyages à bord du Nanook, donc pour découvrir le parc national du nord-est du Groenland, donc à partir de fin juillet, tout le mois d'août, et puis jusqu'à début mi-septembre. Donc voilà, un voyage où on va vraiment arpenter la côte est du Groenland, et puis sur la date suivante, où on va vraiment revenir sur donc Ittoqqortoormiit, comme vous en a parlé Christian, et puis le plus grand réseau de fjords du monde, comme il l'a dit aussi, le Scoresbysund, avec vraiment des paysages également magnifiques et des grands cimetières d'icebergs. Donc tout ça pour voir voilà, le pays de superlatifs, comme on le dit si bien, comme le dit si bien Christian. Je vais faire une transition, alors avec rapidement, pour parler rapidement du Svalbard, puisque c'est vrai que là on s'est un petit peu plus étendu sur le nord-est du Groenland, qu'on fait beaucoup à bord du Nanook, mais on a aussi quelques dates à bord du Nanook pour explorer le Svalbard. Et du coup, je fais une petite transition avec une question qui est venue d'un de nos auditeurs qui nous demande: étant plus sensible aux paysages qu'aux animaux, quel séjour me conseillez-vous? Alors Christian, peut-être voulez-vous y répondre? J'ai déjà un peu je vais y répondre, mais les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Disons que au Svalbard, de Spitsberg, je dis bien, Spitsberg, c'est Spitsberg, hein, montagne pointue. Elle culmine à 1717 mètres et on a un paysage de montagne pratiquement partout et des montagnes pointues. Au Groenland, on a des montagnes géantes. Je dirais que c'est la différence qu'il y a entre les Alpes et les montagnes rocheuses. Si vous avez la chance de connaître les montagnes rocheuses, les parcs nationaux de Banff, Jasper, Oyo, Glacier au Canada, ou Waterton aux États-Unis, etc. Il y a une puissance dans les montagnes du Groenland qu'on n'a pas au Spitsberg. En revanche, le Spitsberg, c'est la magie de nos petits sommets, pardon, mon Dieu, ils font tant de morts, de nos sommets alpins, quoi. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une différence objective. Ensuite, on aime ou on n'aime pas, ou alors on a assez d'argent pour aller voir les deux. C'est vrai qu'en général, moi je parle plus du Spitsberg, effectivement, pour la faune et pour les paysages, évidemment, ça c'est clair. Mais c'est vrai que quand les gens sont moins sensibles à la faune, je parle souvent du nord-est du Groenland et ses paysages grandioses, comme vous le dites. D'ailleurs, ouais, allez-y. Non, je voulais juste dire, en 1973, j'ai découvert le Spitsberg. C'est ce qui m'a donné envie de repartir dans le Grand Nord. Et en 1979, donc quelques années après, j'ai découvert le Groenland. Et on n'était que 4 au début dans ces expéditions. Et on s'est tous dit, on aurait dû commencer par ça. C'est-à-dire, en fait, c'est très, très impressionnant, quoi. Mais
Non, ce sont deux milieux naturels différents, quoi. C'est comme les monts d'Arrée ou le Massif central et les Bauges. C'est cristallin, c'est de la vieille roche, mais c'est différent. Voilà. Alors, pour vous faire un petit peu rêver un petit peu plus sur le nord-est du Groenland, je vous passe rapidement une petite vidéo qui a été réalisée par notre vidéaste et photographe Valentin Pilate. À bord, c'était donc à bord de l'Ocean Nova l'année dernière, mais enfin, les paysages restent les mêmes. C'est juste le bateau qui vous y emmène qui est différent, qui vous montre donc les richesses du nord-est du Groenland. C'était avec La priorité, c'est le vécu. Profitez de cette banquise. Vous avez en ce moment, je vous l'assure, des moments exceptionnels liés au beau temps. C'est le summum de l'Arctique. Pour moi, la côte Est, c'est mon coup de cœur. n'avais jamais rien vu de tel, vraiment, je te promets. De tous les reportages que j'ai pu effectuer, celui-ci était complètement hors norme. Aux confins de la Terre, au Groenland, avec une équipe de guides et un chef d'expédition vraiment formidable, avec lesquels on a pu réaliser des expéditions extraordinaires. On était vraiment pris d'un sentiment de liberté.
Et voilà pour ce beau travail de Valentin Pilate, et puis donc qui a un petit peu immortalisé ces beaux paysages du nord-est du Groenland. Alors, je vois que vous demandez, vous avez la possibilité de retrouver Valentin Pilate sur son Instagram. Et puis, nous avons nos vidéos, bien sûr, sur la chaîne YouTube de Grands Espaces, où vous pourrez retrouver donc son travail lorsqu'il était à bord. Je vais vous parler vraiment très rapidement parce qu'il est déjà 18 heures, mais de nos voyages au Svalbard à bord du Nanook. Donc, comme l'a dit rapidement Christian, le Svalbard, ce sont évidemment des paysages. On parle souvent du Svalbard comme la porte d'entrée de l'Arctique, et un très beau condensé polaire, puisque vous avez un petit peu tout ce à quoi on peut s'attendre quand on parle des régions arctiques, en tout cas de l'Arctique. Donc des montagnes, des montagnes pointues, ce que signifie Spitsberg, avec de très jolis paysages englacés. Donc c'est vrai que plus on part tôt dans la saison, plus les paysages sont enneigés, et plus on avance dans la saison, plus il faut s'attendre évidemment à des paysages de toundra très jolis aussi, colorés, qui contrastent avec le bleu des glaciers. Donc le Spitsberg, c'est vraiment tout ce condensé polaire. Vous retrouverez des icebergs évidemment à observer, même si ceux-là, il faut le dire, sont beaucoup moins imposants que ceux du Groenland. Christian parlait vraiment des icebergs géants du Groenland. Ici, nous serons sur des icebergs beaucoup plus petits. Au Groenland, ils sont déversés par la plus grande calotte glaciaire de l'Arctique. Ici, voilà, ce sont déversés par les glaciers, ou la plus grande barrière aussi de l'hémisphère nord, qui est Brazzaville. Mais nous sommes sur des tailles beaucoup moins imposantes, mais ça n'empêche pas la beauté de ces icebergs et la poésie des paysages lorsqu'on navigue entre icebergs. Le Spitsberg, c'est bien évidemment aussi des glaciers vraiment imposants, avec des fronts de glace parfois de plus de 40 mètres de haut. Donc, il faut savoir que nous sommes obligés de rester à distance de ces glaciers par sécurité. Donc, le zodiaque qu'on voit là devant ce glacier est au moins, sachez-le, au moins à 200 mètres de distance du front de glace. Donc, c'est pour vous dire un petit peu voilà la taille du front de glace par rapport à la taille du zodiaque qu'on voit devant. C'est absolument impressionnant aussi. Et puis, bien évidemment, le Spitsberg, c'est aussi la banquise, donc cette mer de glace. Donc, on a vraiment au Spitsberg, au Svalbard, la mer, la glace dans tous ces états finalement. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Ça va être un très joli condensé polaire. Ici, vous avez aussi, donc, lorsqu'on avance un petit peu dans la saison et lorsque la banquise se retire au mois de juillet, par exemple, on aura la possibilité de monter un petit peu plus haut au Svalbard, donc pas se cantonner à l'île principale du Svalbard que l'on appelle le Spitsberg. Le Svalbard, c'est vraiment l'ensemble de l'archipel, et donc nous aurons petit à petit accès à la terre du Nord-Est, et donc de découvrir cette magnifique, par exemple, barrière de glace, 160 km de barrière de glace qui est Brazzaville, qui en été déverse comme ça des baies-dières, des espèces de cascades devant les fronts de glace. C'est absolument majestueux. Donc vous aurez un petit peu des paysages différents entre les côtes du Spitsberg et ses fjords, et puis la terre du Nord-Est avec plutôt des déserts glacés et cette grande barrière de glace. Le Spitsberg, c'est bien évidemment aussi sa faune. Et c'est ce que je disais juste précédemment. On conseille plus le Spitsberg, le Svalbard pour nos passagers qui sont vraiment en recherche de faune, puisque c'est véritablement
le royaume de l'ours polaire. Il y est protégé depuis 1973, donc ça devient vraiment son repère. Ils sont quelques milliers à se retirer sur la terre du Svalbard lorsque la banquise se retire en été. Donc c'est vraiment une terre propice pour l'observer un petit peu dans tous ces milieux naturels. Donc ça peut être sur la banquise, mais aussi sur la toundra, sur les grèves au bord des plages, voilà, sur des icebergs. Ici par exemple, c'est une mère, une ours avec ses deux petits prise sur un iceberg devant la barrière de glace de Brasvelbrin, un moment absolument magnifique. Donc voilà, pour observer l'ours polaire, le Svalbard est véritablement son royaume. Évidemment, vous y retrouverez toute la faune, donc la faune terrestre. Donc vous avez l'ours, même si c'est aussi, on l'appelle Ursus maritimus, c'est aussi un très bon nageur, mais enfin c'est un animal terrestre aussi. Donc nous avons également le renard polaire que vous observerez en nombre durant les mois d'été, souvent près des grandes colonies d'oiseaux, puisque c'est un opportuniste. Il va aller chasser les œufs laissés par les grandes colonies d'oiseaux ou récupérer les petits. Donc voilà, c'est un chasseur hors pair que nous allons pouvoir retrouver près de ces colonies d'oiseaux. Vous aurez également les rennes du Svalbard. Et puis, comme je vous le disais, les grandes colonies d'oiseaux, ici vous êtes sur un site absolument incroyable qui est donc Alkefjellet, dans le détroit d'Inlopen, donc entre l'île principale du Spitsberg et la terre du Nord-Est, où vous avez ces paysages de grands orgues basaltiques où viennent nicher donc en été pas moins de 100 000 couples de guillemots de Brunick, qui sont des oiseaux de la famille des alcidés. Et donc, vous avez vraiment un nuage, une nuée d'oiseaux au-dessus de vous. Et donc, ces centaines de milliers d'oiseaux qui viennent nicher dans les petits creux de ces orgues basaltiques. Donc, c'est bruyant et c'est vraiment des nuées d'oiseaux comme vous n'en verrez jamais ailleurs. C'est absolument fabuleux. Voilà un petit peu je fais vraiment un point global sur le Svalbard, parce qu'on a déjà fait beaucoup de conférences sur le Spitsberg, et puis là, on s'est un petit peu plus dédié au nord-est du Groenland. On en aura d'autres, des conférences qui voilà, vraiment dédiées à l'archipel du Svalbard. Et pour les voyages donc à bord du Nanook, nous aurons donc des voyages dès la mi-juin, donc donc on sera bloqué par la banquise, qui nous bloqueront sans doute l'accès à la terre du Nord-Est, mais l'avantage c'est qu'on peut aller naviguer dans cette banquise, et la banquise est toujours un théâtre de vie animale assez fascinant, donc c'est assez intéressant. Et puis l'objectif Terre du Nord-Est Svalbard, qui ira un petit peu plus loin sur les terres du Nord-Est à cette période-là, où la banquise pourra nous laisser éventuellement passer. Donc voilà, 2 jolis voyages, 3 dates pour découvrir le Svalbard à bord du Nanook. Voilà un petit peu pour les voyages proposés à bord de notre yacht polaire. Alors, je vois juste quels sont les moyens de communication à bord en question. Donc, vous avez la possibilité d'avoir le Wi-Fi à bord. Donc, nous faisons chaque jour un compte-rendu de nos voyages qui est relayé sur le site Internet pour vos proches. Mais vous avez la possibilité aussi de vous connecter en Wi-Fi à bord de nos bateaux. Christian, est-ce que vous voulez dire un petit mot de la fin? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, si ce n'est que j'interviens souvent lors de ces webinaires, et je vous prie presque de m'en excuser, mais je le fais parce que bon, j'ai 52 ans de polaire, donc c'est normal que je parle un peu, mais surtout parce que j'aime ces régions, et une personne me disait, Brigitte Telliès, que c'est magnifique, j'en ai les larmes aux yeux. Bon, je n'ai pas les larmes aux yeux, mais je ressens toujours la même émotion. Quand je vois des films, quand je vois des photos, je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Bon, j'ai la chance d'habiter dans une maison où il y a un bon petit feu de bois, et je vais aller le retrouver, mais je préfère parfois le feu de bois de flottage sur les plages du Spitsberg ou du Groenland.
Voilà. Bientôt le retour de la saison et nous serons bientôt à bord. Merci à vous tous, en tout cas, d'être toujours aussi nombreux à participer à nos conférences. Vous l'avez sans doute vu, une prochaine conférence est prévue la semaine prochaine sur Churchill, justement la capitale mondiale des ours blancs, comme on l'appelle. Elle sera avec un grand spécialiste de Churchill, justement, notre correspondant sur place, Fred Perrin. Cette conférence sera donc en anglais, mais avec une traduction simultanée pour vous tous, pour suivre cette belle aventure. Et puis très bientôt aussi la journée internationale de l'ours. Et comme chaque année, nous vous prévoyons un joli webinaire sur le Seigneur de l'Arctique avec nos grands spécialistes, dont évidemment Christian, qui vous parlera de ce symbole, mais bien d'autres encore. Alors, merci encore une fois à tous. N'hésitez pas à nous suivre encore une fois sur nos réseaux sociaux et d'aller voir et revoir nos belles vidéos, notamment de Valentin Pilate, sur notre chaîne YouTube. Merci à vous tous. Très belle soirée et à très vite. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.